Cette semaine, à Église en sortie, on parle du Centre pour la protection des mineurs de l'Université La Grégorienne de Rome avec Dr Delphine Colin-Vézina. On vous présente un reportage sur l'apostolat médiatique America Media. Et je m'entretiens avec Monseigneur Raymond Poisson sur le groupe international Sainte-Marthe. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons traiter de la protection des plus faibles de nos sociétés. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Dr Delphine Colin-Vézina. Bonjour. Bonjour. Docteur Delphine Colin-Vézina, vous êtes docteur en psychologie, vous êtes la directrice du Centre de recherche pour l'enfance et la famille à l'Université McGill. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Vous êtes également, et c'est un peu la raison pour laquelle on vous a invité, membre du comité de recherche et de scientifique du Centre de protection de l'enfance de l'Université de la Grégorienne à Rome. Et c'est surtout sur cela qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Par contre, j'aimerais que vous, pour nous situer, quelles sont, disons, les recherches? Pouvez-vous nous décrire votre domaine de recherche en particulier? Oui, bien sûr. Donc, je suis psychologue clinicienne de formation et j'ai travaillé avec les enfants, les adolescents qui avaient vécu différentes formes de maltraitance, différentes formes de victimisation. Alors, comme vous l'avez dit dans votre introduction, ce sont les enfants les plus vulnérables de notre société. Ce qui m'a intéressée dès le départ, donc il y a 20 ans, lorsque j'ai commencé à faire des recherches sur cette question, c'est de mieux comprendre les séquelles que laissent ces événements traumatiques chez les enfants et les adolescents. Quelles sont les marques, malheureusement, qui vont rester imprégnées sur ces enfants au moment de leur enfance, mais aussi jusqu'à l'âge adulte. Et on sait aujourd'hui à quel point, malheureusement, pour plusieurs de ces victimes, il y a des séquelles qui vont perdurer à travers toute la vie. Et à partir de là, je me suis intéressée à notre façon de répondre au plan social à ces événements traumatiques et comment est-ce qu'on les aide? Comment est-ce qu'on aide les enfants à retrouver un état de guérison, à trouver une façon d'être résilient malgré les événements difficiles? Et donc, je m'intéresse de plus en plus aux interventions qu'on peut mener et c'est ainsi que le Centre de protection de l'enfance m'a approchée en raison de mon expertise sur l'intervention envers les enfants qui ont été victimes d'abus sexuels. C'est surtout des crimes à caractère sexuel ou est-ce qu'on parle d'autres types de crimes? On parle du trafic humain souvent. Est-ce que c'est vraiment sur ce type de crime-là que vous vous êtes spécialisé? Oui, effectivement. Je me suis spécialisée beaucoup sur la question de la victimisation sexuelle. Malheureusement, dans nos sociétés, on ne peut plus maintenant passer sous silence le fait que plusieurs enfants adolescents sont victimes. Nos statistiques au Canada, c'est la même chose ici pour la province du Québec, c'est une femme sur 5 et un homme sur 10 qui, une fois adulte, rapportent avoir vécu une expérience d'abus sexuel à l'enfance. Alors, on doit vraiment s'en occuper et c'est donc pour cette raison que je suis devenue, disons, une experte parmi plusieurs collègues d'ailleurs qui s'intéressent à cette question. Mais vous parlez de l'exploitation sexuelle et du trafic d'enfants et de jeunes femmes, par exemple, et c'est une réalité aussi qui est de plus en plus au cœur de nos réflexions et de nos travaux. Vous êtes membre, entre autres membre du comité scientifique du Centre pour la protection de l'enfance de l'Université La Grégorienne à Rome, qui est une université pontificale et vraiment très reconnue dans le monde catholique et même à l'extérieur de ce monde. Pouvez-vous nous décrire un peu le centre dans lequel vous faites partie? Oui, tout à fait. Le Centre de protection de l'enfance a été créé en 2012, à l'époque avec le diocèse de Munich ainsi qu'avec l'Université de Ulm. Il y a eu des travaux pilotes, certains éléments qui ont été faits dans les premières années jusqu'à ce que le centre déménage en 2014 à Rome. Et donc, j'ai été impliquée dès le départ. C'est un centre qui s'intéresse à créer des sentinelles pour les enfants à travers le monde. Trouver des adultes qui ont à cœur le bien-être de ces enfants qui possiblement sont victimes d'agressions sexuelles et devenir des agents de changement dans leur communauté. Et la façon que le centre œuvre pour pouvoir développer ces sentinelles, c'est de développer des programmes de formation pour les personnes impliquées dans l'Église à travers le monde. Alors, que ce soit des formations en ligne
ou aussi des diplômes de protection de l'enfance qui sont offerts directement à l'Université pontificale. Vous, justement, vous êtes, on pourrait dire, à l'extérieur du monde clérical, pourrait-on dire. On sait qu'il y a eu des immenses scandales avec l'Église. Comment est-ce que vous avez réussi à réconcilier? Est-ce que c'est une façon de participer et d'aider l'Église, justement, à retrouver un peu ses lettres de noblesse sur la question des abus sexuels, selon vous? Oui, c'est vrai. En fait, je trouve que c'est très important que l'Église redevienne un agent de changement positif. Les couvertures médiatiques ont été très négatives. La culture du silence a été très présente, que ce soit dans l'Église ou dans d'autres communautés ou d'autres secteurs de notre société. Et on ne peut plus maintenant tolérer cette culture du silence. Mais considérant les nombreuses années, décennies ou même siècles pendant lesquels cette culture du silence était très présente, je pense que l'Église, tout comme d'autres éléments de la société, ont besoin d'aide pour savoir comment devenir ces agents de changement positifs. Et en tant que laïque, pour moi, c'est une belle opportunité de pouvoir justement partager mon expertise, mes connaissances et espérer que ça puisse apporter des changements positifs. Et concrètement, votre rôle, comment vous déclineriez votre rôle au sein de ce comité scientifique? Donc, nous sommes 5 et c'est une belle représentation, je dirais, autant d'hommes que de femmes, des personnes laïques, des personnes religieuses également, ce qui nous permet d'avoir plusieurs perspectives, d'avoir différentes visions. Mon rôle à moi a été beaucoup vraiment central sur la question de l'intervention auprès des enfants victimes d'agressions sexuelles. Alors, j'ai été responsable de développer tous les modules d'enseignement qui étaient liés à l'accueil de ces enfants. Comment, en tant que personne, que ce soit du monde religieux ou du monde laïque, comment est-ce qu'on accueille les révélations d'un enfant? Et toute personne, je suis sûre, présentement, se dit, oui, effectivement, qu'est-ce qu'on répond à un enfant qui nous révèle un si gros secret? Alors, vous pouvez vous imaginer l'importance de ce module d'enseignement, justement, pour permettre au plus grand nombre de savoir comment réagir pour que l'enfant se sente entendu, se sente soutenu et surtout se sente cru. C'est le plus important. Et qui sont les étudiants qui se présentent? Est-ce que ça peut être seulement des gens qui travaillent dans des diocèses? Quelle clientèle, justement, vous visez particulièrement dans ce programme? C'est vrai qu'on vise particulièrement les gens qui sont impliqués dans les diocèses. À travers le monde, on a des gens qui s'inscrivent dans ces programmes qui viennent de l'Amérique du Sud, qui viennent de l'Afrique, de l'Asie. Alors vraiment, c'est la grande communauté de l'Église catholique qui est interpellée. Autant les hommes que les femmes également. Vraiment, c'est toute personne qui peut être impliquée dans un rôle que l'Église porte et qui pourrait devenir une sentinelle dans sa communauté. Au mois d'octobre dernier, vous avez participé et même organisé un colloque vraiment important, international. Il y a même une audience avec le Saint-Père lui-même. Vous avez réuni vraiment des leaders du monde médiatique, on pourrait dire numérique. Les Facebook, les Microsoft de ce monde étaient réunis pour parler de la protection de l'enfant dans le monde numérique. Comment est-ce que, pouvez-vous nous dire, bon, vous avez vous-même participé, assisté à toutes ces discussions, pouvez-vous nous parler un peu de ce qui s'est passé durant ce colloque? Oui, tout à fait. Donc, ce congrès du monde digital a été organisé dans un espoir d'amener les gens à prendre des décisions communes et de pouvoir développer des recommandations qui étaient présentées au Saint-Père. Ce qui a été fait à travers différentes journées de consultation, de présentation, où on était environ 150-175 personnes. Vraiment, comme vous l'avez mentionné, des personnes qui portent des rôles dans notre société très importants sur la question plus précise de l'abus sexuel dans un contexte numérique. On s'inquiète pour nos enfants dans notre communauté aujourd'hui. Moi, je suis maman de 3 enfants et j'y pense à ces événements où on se dit, est-ce qu'Internet est un médium sécuritaire pour nos enfants? Est-ce qu'on leur donne des éléments de prévention pour pouvoir vraiment prendre de bonnes décisions et rester en sécurité dans ce contexte? Alors, c'est vraiment la question qui était au cœur du congrès. Plusieurs présentations des gens qui sont des leaders dans leur domaine, des présentations inspirantes qui nous ont amenés collectivement à présenter, donc à développer la Déclaration de Rome où il y a de nombreuses recommandations qui étaient faites et comme vous l'avez mentionné, qui ont été présentées au pape et on a eu l'opportunité et la grande chance de pouvoir le rencontrer en personne à ce moment. C'était un moment très particulier, très spécial. Je suis certaine que pour l'ensemble des participants à ce congrès, ce sera un souvenir vraiment important pour eux.
En terminant, quels sont vos espoirs, ou même peut-être les solutions qu'on pourrait, à la sphère internationale, mettre de l'avant justement pour mieux protéger les enfants? Et peut-être quels sont vos espoirs personnellement, là, peut-être comme maman, pour la protection de l'enfance dans le monde aujourd'hui? Oui, bien, en fait, on a mis beaucoup d'efforts pour intervenir auprès des enfants qui étaient victimes, peut-être parce que justement, pendant longtemps, la culture du silence faisait en sorte qu'ils étaient invisibles dans notre société. Mais on doit maintenant mettre plus d'efforts pour la prévention de l'agression sexuelle chez les enfants et les adolescents. Et je crois que ça va passer par des programmes qui apprennent aux jeunes les relations harmonieuses et respectueuses. Donc, ne pas seulement donner de l'information au sujet de l'agression sexuelle en pensant que les victimes vont être capables de mieux se protéger, mais comment est-ce qu'on peut faire dans nos sociétés pour que les enfants, les adolescents puissent grandir et vouloir développer des relations qui vont être harmonieuses et exemptes de violence. Parce que c'est vraiment la façon, je crois, pour permettre de réduire réellement les taux faramineux que je vous ai présentés d'une femme sur 10 et un homme sur 5. On doit penser aux générations futures et vouloir vraiment mettre tous les efforts pour réduire ces taux qui ne peuvent pas rester aussi élevés. C'est une problématique sociale beaucoup trop importante. Très bien. Alors, docteur Delphine Collin-Vézina, je rappelle que vous êtes la directrice du Centre de recherche pour la protection de l'enfance à l'Université McGill et membre de ce CCP, comme on le dit, de l'Université grégorienne, le Centre pour la protection des enfants ou des mineurs, pourrait-on dire. Alors, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. I'm Father James Martin. I'm a Jesuit priest and editor-at-large at America Magazine, now called America Media. America Magazine was founded in 1909 by the Jesuits in New York, and it was supposed to be a review of faith and culture. At the time, it was run by all Jesuits, and in the intervening years, we've had more and more lay people, and just recently we moved to these new headquarters, and we now have 46 people, Jesuits and lay people, working together to put out a magazine as well. We also have things online. We have video, we have film, we have events, we have a podcast called Jesuitical, so it's multimedia, as our editor Matt Malone likes to say. Well, one of the exciting things about our current editor, Matt Malone, is that he's made us multimedia. And so you can see in our big new office, which we've just moved into, we have the capacity to do things like, film things in a TV studio, we have podcasts, we have event space, we have a new auditorium. And so I'd like to see America really expand and continue to expand on the good work that Matt has done and really kind of grow. I would say the role of the Catholic Magazine is not only to speak to Catholics, but in a sense to speak the Catholic voice to the public at large. So it's not just for people who are interested in Catholic things, it's for Catholics as well. So it's a twofold thing. We're ad intra, within the church, but also ad extra, kind of outside of the church. America has always existed for the educated and thoughtful Catholic. Matt Malone likes to say that we like to lead the conversation in the Catholic Church, and so you'll find a broad variety of articles about faith, culture, spirituality, news, the Vatican, things like that, to really help inform people, but help people to get to think and discuss things about the Catholic Church and our faith. All sorts of issues, anything that really affects the Catholic Church or the Catholic person, so things that would affect the Vatican, of course, politics, culture, sports sometimes, but mostly things that are specifically Catholic. And it's not just for Catholics, but it's also for people who care what Catholics are thinking. Well, I would say two things. First, the place of the poor. There's a huge income divide in the United States, and it's getting worse. And the church and the magazine really needs to help people understand where that comes from, where the divide comes from, and try to ameliorate that. I also think the country is very divided politically, and at America Magazine we try to bring people together into discussion, and so I think we can model good and respectful discussions that might help the country at large. Well, for myself, I'm editor-at-large. That means that I mostly write books.
And most of my books are about spirituality. I wrote a book on Jesus, I wrote a book on LGBT Catholics, and so mainly spirituality. And the books I write are part of my work here at the magazine. Well, I just wrote a book called Building a Bridge, which is about LGBT Catholics, and the revised and expanded edition is coming out in March in a few weeks. And what it does is it invites the church to treat LGBT Catholics with respect, compassion, and sensitivity, which is from the Catechism, and also asks LGBT Catholics to interact with the hierarchy. So it's trying to build a bridge and bring people together. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons poursuivre sur ce thème de l'implication de l'Église dans la protection des plus faibles de nos sociétés. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Monseigneur Raymond Poisson. Bonjour. Bonjour, plaisir. Monseigneur Raymond Poisson, vous êtes évêque de Joliette, mais vous êtes également président de la Commission épiscopale Justice et Paix, qui est une commission qui fait partie de l'organigramme, pourrait-on dire, de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Exactement. Et cette commission Justice et Paix, elle est impliquée à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, on est réunis pour parler justement d'un de ces niveaux, pourrait-on dire, qui est le groupe Santa Marta, qui est groupe Sainte-Marthe. Oui. Alors, pouvez-vous nous parler de qu'est-ce que c'est que le groupe Sainte-Marthe? Ce n'est pas un organisme qui a un âge très prononcé, très avancé. C'est à l'initiative du pape François. C'est un organisme qui est en soi comme une rencontre internationale à tous les 2 ans. Ce n'est pas une association comme telle avec des membres affiliés, des interventions tout au long de l'année. C'est vraiment un lieu de concertation entre les milieux ecclésiaux et les polices internationales. Alors, le pape est très sensible à la condition des migrants. On sait que la migration, elle est sujette à la fois dans nos pays, à l'intérieur, mais aussi pour ceux qui viennent de l'étranger, à des abus, à de l'exploitation, alors à du harcèlement, à toutes sortes de formes d'exploitation de l'être humain. Et l'intuition du Saint-Père, c'est qu'en faisant rencontrer ce monde-là de temps à autre, on pouvait découvrir que l'Église, à l'aide de ces communautés chrétiennes, ces communautés religieuses, était sans doute la mieux placée, c'est la conclusion des polices, la mieux placée pour détecter les cas d'abus, d'harcèlement, de discrimination et de faire en sorte d'aider les organismes internationaux de police, entre eux, à trouver les moyens pour contrer, avoir les mesures au niveau de chacun des pays, mais aussi ensemble, pour contrer ces abus. Alors, c'est vraiment cette rencontre internationale qui met ensemble les expériences, des témoignages et qui initie des contacts entre les pays voisins quelquefois, qui ne se sont jamais parlé avant de se rencontrer ainsi grâce à l'Église. Pouvez-vous nous dire un peu, là, bon, ça doit être une matière assez difficile à traiter. Pouvez-vous nous donner un portrait là, de ce à quoi ressemble, disons, le trafic humain là, aujourd'hui dans le monde? Au risque d'être très surpris, ça existe même chez nous au Canada, où on ne vit pas de guerre, où on n'a pas de crise migratoire, puis où on est assez loin des migrations qui pourraient provenir de l'Afrique ou autre. On n'est pas aux prises avec les mêmes situations que l'Europe, mais ça existe chez nous aussi. Par exemple, chez nous, il y a des travailleurs saisonniers au niveau de la culture, de l'agriculture, et il y a dans certains cas des abus, de l'exploitation. On traite mal les ouvriers, on les loge mal, on les nourrit mal, on retire leurs papiers pour les empêcher de partir, on les nourrit mal, on les soigne mal. Alors, ça n'est un cas. Autre cas qu'on nous souligne au Canada, des personnes, surtout des dames qui vont venir des Philippines, de l'Amérique du Sud, vont être engagées dans des familles assez bien nanties pour de l'entretien ménager, vont être mal logées, vont être mal nourries, vont travailler 7 jours semaine, peut-être 24 heures par jour pour prendre soin de la famille, être mal rémunérées, contrairement à ce qui avait été promis. Alors, c'est des cas qu'il faut détecter. Un troisième et dernier que je vous souligne, parce que moi, ça m'a surpris, semble-t-il qu'il y en a beaucoup aussi au niveau des pêches, dans l'Atlantique, au niveau de l'Est du pays, avec de véritables groupes de personnes de Chine qui viennent travailler dans l'industrie du poisson, mais qui sont aussi maltraités ou mal payés. Alors, ça existe chez nous, ça existe beaucoup aussi, évidemment, dans des pays en conflit. On évalue au niveau des Nations unies entre 600 et 800 000 cas d'exploitation, d'abus officiels. Donc, on peut sous-entendre qu'autour du million d'êtres humains sont considérés chez nous par d'autres êtres humains
comme étant des sujets d'exploitation, des choses, du matériel. Et c'est terrible. Et là, je ne vous parle pas de toute la question du trafic sexuel, parce que ça fait partie de ce contre quoi le groupe Santa Marta lutte. De ces différents visages, est-ce qu'il y a une définition claire là, qui est reconnue internationalement sur ce que c'est que le trafic humain? Oui. Les Nations unies ont une définition au niveau des soins médicaux, de l'âge, mais aussi des types de services demandés. Et par exemple, si on consulte ici chez nous le site de la GRC, de la Gendarmerie royale du Canada, on va trouver la même définition qui est reprise au compte de notre pays et qui va dire par exemple que n'importe quel service sexuel, particulièrement chez des mineurs, mais pour toute personne qui est recueillie pour de l'argent, est traité comme un cas d'exploitation sexuelle. Évidemment, parce qu'on comprend bien que l'argent qui est là est un argent non déclaré, puis souvent à très, très bas prix, on va demander des services absolument dégradants pour la personne. Alors, il y a une définition. Alors, ça touche à la fois le traitement de la personne, l'argent qu'on en retire, mais aussi on va qualifier des personnes tiers. Alors, moi, par exemple, j'organiserais un groupe de travailleurs saisonniers pour venir au pays ici et je saurais dans quelles conditions ils seraient traités, j'en retire un avantage commercial parce que j'ai organisé le transport et le retour, je suis coupable aussi de traite humaine. Tout comme le cultivateur, la compagnie qui va exploiter ces gens-là. On peut regarder l'histoire ou la littérature pour se convaincre que c'est quelque chose qui a toujours existé et qui continue à exister aujourd'hui, comme vous l'avez décrit. Par contre, on sait qu'il y a une connexion, une connectivité accrue aujourd'hui, une révolution médiatique qui facilite les échanges et j'imagine que ça a un impact sur peut-être l'augmentation. Et justement, est-ce qu'il y a augmentation du trafic humain aujourd'hui? C'est très lié au climat social d'un pays. Un pays qui est en crise, un pays qui est en guerre, un pays qui est en famine, un pays qui est en discrimination sociale, religieuse, en guerre ouverte entre des factions, c'est sujet à la traite humaine. Parce qu'il y a toujours des êtres humains pour en exploiter d'autres. Alors, la plus grande garantie de santé sociale, c'est quand une personne ou toute personne dans son propre pays peut être certaine d'avoir des conditions raisonnables de développement, de vie, d'épanouissement. C'est un phénomène quand même qui a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur. Il faut se le dire, la balance de justice dans notre monde n'est pas très stable. Je pense qu'il y a beaucoup d'injustices. Justement, le cardinal Nichols, qui est l'archevêque de Westminster et qui est également le président de ce groupe Sainte-Marthe, dans une entrevue, il disait jamais le drame du trafic d'êtres humains n'a jamais été aussi important qu'à notre époque. C'est ce que vous venez de faire écho. Par contre, comment est-ce que vous, personnellement, là, vous voyez cette espèce de contraste qui existe entre, justement, une prétention de notre civilisation occidentale, disons, justement, civilisée, et cette réalité? Moi, j'aime bien ça, Francis, que tu utilises le mot « prétention ». Parce que je me dis toujours qu'à chaque fois qu'une génération vient au monde, elle part à zéro. Ce qui la change, ce qui la qualifie, ce qui la différencie des autres générations avant elle, c'est que sans doute elle bénéficie de certains moyens technologiques tout à fait différents. Mais ce qui ne nous rend pas différents les uns des autres, c'est qu'on est, je dirais au départ, à la barre zéro. Et là, c'est une fonction d'éducation, d'instruction, et d'égalité dans la transmission des richesses aussi. Parce qu'il n'y a pas d'éducation s'il n'y a pas un partage des richesses. Ça devient impossible. Alors, si le phénomène est grandissant, ce qu'on peut se réjouir avec le cardinal Nichols, c'est ce qu'il faisait d'ailleurs à la dernière rencontre en février, c'est que la conscience, à la fois des agents qui peuvent intervenir, des polices, des militaires, la conscience des gouvernements en général, et la conscience des communautés chrétiennes et des communautés religieuses qui sont souvent dans ces pays très, très inscrites proches du petit peuple, cette conscience-là aussi, elle grandit. Et il y a de plus en plus de cas, si je puis dire, qui sont devenus dans l'opinion publique et dans ces intervenants-là des cas
non tolérable et il faut agir. Évidemment, le problème, c'est la quantité et le côté secret. Il y a toujours un côté secret. Pas le dernier colloque, l'autre avant, nous avions eu le témoignage d'une dame qui, au Royaume-Uni, avait été comme ça, un employé d'entretien ménager dans une maison, et puis qui travaillait ses jours, puis qui couchait par terre dans la cuisine, qui avait à peu près pas de traitement. Alors, un témoignage comme celui-là, face à des gens qui sont habitués d'être des agents de la paix en poste, je dirais aussi en gestion, hein, c'est quand même pas... le dernier constable entré là, qui vient dans ce colloque-là que le pays délègue, bien, ça remue les affaires. Et quand on vient chez nous, on décide de faire quelque chose. En tout cas, je peux témoigner, moi, que depuis 4 ans, la Gendarmerie royale du Canada, sans doute en lien avec d'autres policiers, d'autres corps policiers chez nous, a bougé avec le ministère de l'Immigration, a bougé à l'interne, a décidé dans sa structure d'avoir des commissaires pour ça, des gens qui ne sont pas simplement des policiers. Vous savez, quand on découvre un cas où quelqu'un n'a peut-être pas tous les papiers qu'il faut, il ne suffit pas de dire « ben tu n'as pas les papiers, tu t'en retournes chez vous ». Il faut trouver d'autres moyens pour aider cette personne-là et à travers cette personne-là pour détecter d'autres cas et défaire des mécanismes humains qui sont des expressions du mal. Toujours garder au centre des préoccupations que c'est des personnes humaines avec lesquelles on a affaire. En terminant, pouvez-vous nous dire un peu, est-ce qu'il y a des initiatives ou des projets là, à court terme pour le groupe Sainte-Marthe, et peut-être pour le groupe Sainte-Marthe plus particulièrement là, au Canada? Les initiatives ou les projets du groupe Sainte-Marthe sont toujours ceux de la concertation au niveau international. Je dirais qu'ils ne sont jamais au niveau de l'intervention. On ne termine pas le colloque en disant « bon, mais là, on va faire telle chose, on va faire telle chose ». Non. Par contre, cette rencontre internationale fait qu'il y a des gens qui retournent chez eux et qui décident de se parler. Entre autres, je peux le dire, nous, cette année, bien, il y avait 2 délégués des États-Unis, il y avait un délégué de la GRC avec moi, et du côté des Américains, c'était à la fois quelqu'un délégué par la Conférence épiscopale américaine, mais aussi quelqu'un du ministère de l'Immigration, un haut placé des États-Unis, du gouvernement fédéral, et ils ont décidé, durant ce temps-là, de se parler, bien sûr. Forcément, on a fait des présentations, mais de se donner des cartes d'affaires et de dire on va faire quelque chose. Et c'était devenu très concret. On va faire quelque chose sur notre grande frontière. On le sait, il y a du monde qui essaie de passer. On a eu des problèmes avec ça à l'automne dernier. Peut-être l'hiver, c'est moins propice à ça. Les politiques américaines changent, il y a des gens qui sont inquiets. Alors, ils doivent se parler, faire quelque chose. Mais c'est déjà une piste. Il y a quelque chose qui va se... Et je peux dire que quand on se retrouvera sans doute, dans 2 ans, on va se demander ce qui s'est fait. Monseigneur Raymond Poisson, je rappelle que vous êtes l'évêque de Joliette ainsi que le président de la Commission épiscopale Justice et Paix, de laquelle est pleinement impliqué dans ce groupe Sainte-Marthe. Alors, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Au plaisir, Francis. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.